Hello les Tata, très heureux de vous retrouver. En cette période de fête, nous avons voulu vous raconter une vraie histoire de vie avec du bonheur, des rires, des pleurs et puis des sourires et des rires à nouveau. C'est l'histoire d'un homme qui a frôlé la mort il y a bientôt 20 ans et qui, à force de courage et d'abnégation, s'est organisé une nouvelle vie. Bonsoir Michael Guassid. Bonsoir Jean-Marc, comment vas-tu? Mon cher ami Mika, très heureux de te recevoir. Merci de me recevoir. Alors, on te voit beaucoup, mais tu n'as pas encore véritablement raconté ta vie, sauf dans ce livre dont Oui. on va parler à la fin de l'émission. D'abord, comment vas-tu? Je vais bien, je vais très bien et je suis content d'être là. Je suis content d'être là et d'avoir tenu tout ce temps et j'espère encore tenir encore longtemps. Alors, cette histoire dont je parlais au tout début, c'est la tienne, celle d'un jeune homme qui dévorait la vie à toute vitesse, on peut le dire, Oui. en une fraction En de seconde, comme tu l'as dit toi-même. Tu as vu le monde s'écrouler en fait. Oui, ce 17 octobre 2005, j'ai eu un très grave accident de moto. En 2005, ma vie elle a basculé complètement. Je me dirige en direction du François. Il y a une voiture derrière un camion qui ne marque pas son stop. Elle freine pas après le stop, elle passe avant et du coup, je la rejoins de l'autre côté. Ouais. Et je perds mon bras gauche, ma jambe droite, ma mobilité à plus de 80%, 65 opérations chirurgicales, un mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation, 2 ans d'hôpital en tout. On va reparler de cet accident et de tout ce qui s'est passé ensuite, parce que c'est aussi ce qui est intéressant, la façon dont tu t'es reconstruit en fait. Mais on va d'abord commencer par parler de toi et de ta famille. C'est Kimounouye. Alors, qui est Michael Guassid en quelques mots? Un garçon qui croit, un garçon qui a envie de découvrir encore les choses, qui a envie de grandir, évoluer, qui a envie de prouver aussi que c'est possible dans une situation, qui a un message d'espoir aussi pour ceux qui sont déjà en centre de rééducation à l'hôpital. Et puis leur dire que les gars, oui, on peut faire des choses, on peut sortir et que ce n'est pas fini quand vous avez une situation terrible comme ça. On peut se relever, on peut voir les choses et qu'on a tous une histoire qui compte. On peut dire que tu es complètement différent aujourd'hui du Michael Guassid d'avant l'accident? Je ne peux pas dire complètement différent, je veux dire amélioré, beaucoup plus conscient. Ouais. Tu vois, beaucoup plus conscient de la chance qu'on a de vivre et puis d'être sur cette terre-là et puis de l'impact qu'on peut avoir sur les autres, ça c'est ça. Alors, on va commencer par les traditionnelles photos de bébé. Oui. On commence par celle-ci. Ah, ça c'est une photo que ma mère m'a toujours montrée. Elle me disait, regarde comment t'étais On voit beau. le petit commentaire d'ailleurs au-dessus de la photo. Ouais. T'es un beau bébé, t'es mon plus beau garçon, t'es mon beau garçon. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman magnifique. Ouais. Une mère vraiment aimante, qui m'a donné de l'amour, qui m'a protégé de beaucoup de coups de la vie, parce qu'elle ne nous a jamais montré, bien que c'était difficile pour elle. C'est après, bien plus tard, qu'on a su que des fois, elle ne mangeait pas et qu'on mangeait. On va reparler d'elle tout à l'heure. On continue avec tes photos. On va te retrouver là un petit peu plus grand. Yes. Ça, c'est... Ben voilà, on voit déjà, hein, je commence à vivre. Ma mère me disait tout le temps que j'avais ce sourire-là et que je tenais, quoi. Je rigolais tout le temps et c'était ça. C'est moi. C'est moi. La photo de famille après avec ta mère et ton père. Exactement. Ma mère, mon père. Là, on était en France. Là aussi, c'était mais 1 an. Oui, parce que tu es né en France. Hein. Je suis né en France, dans le 77. Et puis, avant qu'il y ait la séparation. Et puis, on est rentré en Martinique. Ouais. Tu as des souvenirs de ta période en France? En France, non, pas trop. Mais par contre, j'ai des souvenirs quand je suis arrivé en Martinique. Ouais. C'était waouh, quoi. On arrive, je devais avoir 2 ans, presque 2 ans. Et là, je découvre quelque chose de totalement nouveau. Tu vas retrouver le petit garçon là, que tu étais à ce moment-là. Ça, là, je commence. Ouais, mais la photo du fruit à pain là. Mais c'est là que je découvre. Là, je découvre. C'est que là, je rencontre ma grand-mère pour la première fois. Elle me montre le jardin. Elle me montre un fouillis à pain. Elle me montre des trucs. Moi, je suis en train de regarder ça. Petit garçon émerveillé, quoi. On était en France. Hein. En France, et quand on arrive là-bas, là, c'était l'Eldorado, c'est la Martinique. Hein, ta grand-mère qui a un prénom formidable, Edulia. Edulia, un prénom de fleur. Et cette femme, c'était une battante. Je crois que cette femme m'a marqué énormément aussi parce que c'était une femme qui savait nous regarder, nous éduquer. Elle nous avait tous, on était au moins 6 à 7 cousins.
Quand elle nous gardait le mercredi ou en week-end ou bien en semaine quand nos mères allaient travailler, on avait une mamie. Et une mamie, une grand-mère qui savait nous éduquer, qui savait nous faire respecter. C'était bien. Les grands veillaient sur les petits. On était tous responsables, en fait. Tu te souviens de cette... Non, tu es encore un peu petit, mais ton rapport à la nature, là, on le voit là, à travers celui-là, le oui. lapin, Celui-là, oui. Pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, c'était un légume que ma grand-mère faisait tout le temps. Ouais. Et donc, du coup, elle nous forçait déjà... Enfin, elle nous forçait pas, mais elle nous habituait déjà à aller en prendre. Donc, du coup, moi, c'est pas un truc que j'ai oublié. C'est pas une mise en scène, quoi. C'est quelque chose que tu as pas du tout une vraiment mise en vécu, scène. Là, je le vis vraiment. On m'a pas mis un fouille à pain dans la main. C'était aller prendre ton fouille à pain. D'ailleurs, on le prenait et elle nous apprenait des choses. Elle nous apprenait parce que les feuilles de fouille à pain aussi, il fallait les mettre sous le feu, fallait faire tout ça. Et puis c'était sous le feu tout. C'était pas comme aujourd'hui, il y a des fours, tout ça, fours micro-ondes et tout ça. Non, ça c'était sous le feu tout, au charbon, au feu de bois. Et puis il fallait mettre les feuilles, il fallait mettre le fouille à pain à cuire depuis 11 heures pour qu'il soit bien à midi. C'était quelque chose, quoi. Photo-souvenir aussi de carnaval, là. Mon premier carnaval, alors là, franchement, j'ai jamais aimé le carnaval, mais ma mère, à l'école, c'était Wairen de primaire. Du coup, on me met comme ça, et moi, je me retrouve là, comme ça, bon, enfin, tout le monde trouvait ça beau. Avec la petite moustache dessinée. Ouais, tout le monde trouvait ça beau. Mais là, sous la tête, là, quand je fais cette tête-là, c'est que je me demandais à chaque fois, mais qu'est-ce que je fais là, Mais bon, après, c'est culturel, et c'était aux Antilles, mais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? J'étais pas très à l'aise en fait cette photo. Franchement, je suis là, mais j'étais pas très à l'aise. Mais je m'en souviens très bien de ce costume. Tu as une petite sœur avec laquelle on va te retrouver, Célia. Célia qui est 3 ans moins que moi. C'est l'une de mes sœurs les plus guerrières que j'ai eues à mes côtés. C'est elle. Déjà sur la photo de droite, on voit bien que là le regard qu'elle fait, elle a toujours son regard protectrice. Parce que c'est une petite sœur qui m'observe, mais elle parle pas beaucoup. Mais quand elle agit, c'est l'une des sœurs où je sais que quand je me dispute avec elle, quand elle garde un silence, je respecte énormément son silence parce que je sais qu'après elle peut agir. Donc elle parle pas beaucoup. Elle dit ce qu'elle a à dire, elle est très honnête. Mais quand elle se tait, c'est là qu'il faut se méfier. Dans la famille, je dis souvent, tant qu'elle parle, ça va. Lorsqu'elle arrête de parler, il faut arrêter de parler. Et puis on va retrouver le trio, comme tu l'appelles toi-même, parce que ton papa vous a quitté assez tôt. Notre père est parti, là je me retrouve avec ma mère, on est à Pointe-Savane, on découvre là elle a le sourire, mais c'est une femme vraiment extraordinaire qui nous a élevés de façon tellement avec beaucoup d'amour, et puis c'est une femme que j'ai toujours vue, qui donne, qui avait toujours les enfants du quartier, qui aimait les enfants du quartier, les assistante sociale. Donc là, quand elle nous a là, elle nous emmène, elle nous protège. Là, elle nous protège, elle part d'une séparation, elle a le cœur gros, elle arrive en Martinique, elle a le cœur gros, mais elle nous protège quand même. Et là, on venait d'arriver à Pointe-Savane, au Robert. Là, c'est un lieu qu'on découvre, et c'était magnifique ce lieu. Et cette photo, franchement, elle est marquante là. Elle est marquante. Dans le livre, tu parles du fait que votre papa soit parti à un moment, que tu n'aies plus de nouvelles quasiment, même si je crois que tu l'as retrouvé à un moment. Oui, si on se retrouve, mais tu lui en as voulu. Tu en as beaucoup voulu sur le moment. Oui, parce qu'en fait, partir quand on est petit, on ne comprend pas pourquoi il part, pourquoi il nous quitte. On est ensemble, donc je lui en voulais. Et puis bon, je voyais ma mère aussi, même si elle faisait tout pour nous protéger. Je voyais ma mère, donc du coup, je prenais une place qui n'était pas la mienne forcément, et elle ne me l'a pas imposée d'ailleurs. Elle ne me l'a jamais demandé, mais moi, je prenais une place où il fallait protéger ma mère, il fallait protéger ma fille, ma soeur. Ben, j'étais là, j'étais l'homme de la maison, quoi. Il fallait que je sois. Et ce qui m'a valu des conflits aussi avec mon beau-père après, parce que quand mon beau-père est arrivé, je ne comprenais pas. Mais bien plus tard, après, je l'ai connu, parce que, enfin, je l'ai compris. Mais au départ, non, j'en voulais pas. Je voulais garder ma place et je faisais attention à ça. Et puis bon, après, il m'a expliqué, puis on a su s'expliquer. Et puis on s'est compris, mais c'est bien plus tard que c'est arrivé, cette compréhension. On va retrouver, alors je pense que c'est ta sœur devant cette maison. Si, alors ça, c'était la première maison à Pointe-Savane. On n'est pas né riche, comme vous le voyez. On n'est pas né riche, mais c'est la première maison que ma mère avait faite avec le peu d'argent qu'elle avait. C'était un terrain que notre grand-père avait. C'était une magnifique petite maison, d'ailleurs, que je regrette énormément, parce que cette maison, elle était vraiment authentique. Il y avait 2 chambres, une salle de bain et une cuisine, et c'était juste... C'était ton univers et tu étais heureux dedans. Mais on était juste à... Là, en face, c'est la mer. En face de cette maison, c'est la mer. Ma soeur qui est avec sa Game Boy, là, elle est juste devant là, mais en face, c'est la mer, en fait. Et du coup, là, c'est l'Eldorado. Là, on est dans la campagne, on vit bien.
Et dans ça, là, dans cette situation, il n'y a pas meilleure condition pour s'apprendre, en fait. Ouais. On va retrouver le Michael qui a grandi, en fait. Là, je pense que c'est une communion, quelque chose comme ça? Ouais, parce que j'étais catholique, et du coup, là, je fais ma première communion. Oui, faut apprendre la religion, ce que c'est, la spiritualité, ce que c'est. Là, je commence à apprendre, donc j'observe, je comprends, puis j'apprends. Ouais. Et puis, cette photo aussi, une image un peu traditionnelle de chez nous, la mer. Ben, la mer, parce que là, on était à 2 minutes, comme je le disais, Ouais. on n'était pas loin. Et du coup, là, il y a ma soeur, il y a ma cousine, il y a Lisa qui est en vacances, il y a mon petit frère sous la planche, là, mon dernier petit frère qui était Mathieu. Et puis, il y a moi qui était juste à côté en train de regarder. Toi, tu ne tout te ça. baignais pas? Si Oui, j'aimais quand beaucoup même. la mer. Mais là, en fait, comme on était en détente, donc moi, j'étais plutôt là en train de laver mes chaussures et puis tranquille. J'avais des Sebago à l'époque. Ouais, voilà. C'était ça. Et du coup, voilà, j'étais très heureux là aussi. Ouais. Très heureux là, parce qu'on était près de la mer, c'était tout ce qu'il me fallait. Un petit peu plus tard, on retrouve l'adolescent que tu es devenu, Oui. qui essaie de s'habiller. Et là, je me mets un t-shirt, ma mère qui me fait une photo, là on est à la maison. Vous voyez le mur en bois, tout Ouais. ça. Moi, c'est des trucs qui m'ont marqué parce que... Des images très simples, en fait, de vie quotidienne. très quoi. simple. Tu sais, il y a des gens, ils ne savent pas d'où tu sors. Tu vois, ils peuvent te dire, ah oui, mais lui, il a de la chance parce qu'il a eu de l'argent, il a eu des trucs. Mec, non, je ne suis pas né riche, je ne suis pas né avec de l'argent, je ne suis pas né avec tout ce que j'ai eu aujourd'hui. J'ai eu une vie très, très simple. Et ces photos-là, quand je suis retourné dedans, c'est vraiment marquant. C'est très marquant. Et cette chambre-là, c'est ma sœur qui est juste derrière. Hein, là. Elle se cache de la photo. Et bien, ouais, je prends la photo, je la fais. Et... Ouais, j'avais 16-17 ans là. 16-17 ans. Alors, on fait un grand saut en avant. Tu es devenu papa. Ouais. Et on va... Là, je deviens... là, par contre, non. Non, là, je suis avec ma sœur, ma dernière petite sœur, et ça, c'est juste avant l'accident. Ouais, Oui, effectivement. tout à fait. Ça, c'est avant l'accident. Et quand même, ouais, là, c'était quelques mois avant l'accident. Ouais, exactement. tout à fait. Et puis, effectivement, alors, j'avais un temps d'avance, la photo un peu stylisée. Oui, là, on devient papa. Voilà. Là, on devient papa. J'ai 3 enfants. Il y a Samuel qu'on voit en bas. Il y a Manon et Chloé. Chloé au milieu, Manon tout en haut. Samuel qui était né quelques mois avant l'accident. Samuel avait 6 mois quand j'ai eu mon accident. Aujourd'hui, il en a 19. Très beau garçon qui me ressemble énormément dans le caractère, dans la façon de faire. Ouais. Donc, quand il fait des bêtises ou bien quand il s'énerve, quand il est en colère de quelque chose ou bien il a la haine, je me vois en fait. Je sais que c'est pas facile pour lui. Je sais à quel point il essaye de faire des trucs, il essaie de se trouver. Donc, du coup, je suis très compréhensible parce que je fais aussi confiance au fait que moi, je m'en suis sorti très bien. Donc, du coup, je pense que lui, il aura cette trace-là et il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et puis, mes 2 petites filles qui sont venues après, Manon et Chloé, d'une deuxième union et qui sont magnifiques. C'est des perles et elles m'aident aussi énormément, elles m'inspirent énormément, c'est des filles. Hein. Comment ils ont vécu en fait? Parce que même si Samuel avait 6 mois, mais il n'avait pas conscience à ce moment-là, au moment de ton accident. Comment ils vivent le fait qu'ils aient un papa en situation de handicap? Alors, aucun de mes enfants ne m'ont vu debout. Donc, en fait, pour eux, ils revoient des photos, ils comprennent les choses. Et puis, ils ont cette empathie très rapide d'aller vers quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Ils arrivent à lui parler, à comprendre. Maintenant, j'ai toujours fait aussi en sorte d'être vrai avec mes enfants. Donc, ils m'ont vu battant, mais ils voient aussi quand ça ne va pas. Ils voient aussi quand il y a des choses qui sont compliquées pour moi. Je ne leur cache pas grand-chose, donc du coup, ils voient la réalité. Puis je leur laisse quelque chose. Donc, je leur dis, bon, vous avez vos parties à faire, et puis voilà. Par contre, je mets toujours un point d'honneur à la chute de se relever. Par contre, ça, c'est intransigeant chez moi. C'est que non, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire, il faut te relever, il faut le faire et c'est tout. Tu leur as raconté ce qui s'était passé? Oui, si l'accident, je leur ai raconté, ils me posent des questions. Mais à chaque âge, ils me posent des questions différentes, tu vois, parce qu'ils évoluent avec la chose. Mais ils sont résilients, ces enfants-là. Ça fait des enfants très très forts parce que ils te voient en fait. Ils sont aussi très complices, on le voit là, on le voit aussi sur la photo suivante. On sent vraiment la complicité. Ouais, non, là, c'est les trois, ils sont à fond. Mais c'est des clowns aussi, parce qu'ils essaient de tout le temps me mettre du bonheur, de la joie, des rires. C'est des clowns, parce que ils ont envie, quelque part, même s'ils me voient, ils m'ont connu comme ça, ils voient la diminution aussi, ils voient le corps, ils voient les choses, ils voient que c'est pas simple. Donc, du coup, ils ont cette part de réalité-là. Et ils essaient d'égayer. Moi, ma dernière là, Chloé, c'est une lumière. Quoi. Quand elle arrive quelque part, elle illumine ma journée. Et Manon, c'est l'amour parfait. Et Samuel, c'est le gars qui
très combatif. Samuel, justement, c'est ton seul garçon. On le retrouve là sur Ouais, cette photo. Il aime les serpents? Non, il n'aime pas les serpents. C'est qu'on avait été fait une sortie au nord et à Dully, qui lui a un élevage de serpents. Et je leur avais dit que c'était ma phobie. Et je leur avais dit, on va rendre visite à un copain qui, lui, a des serpents. Et on a essayé, on avait tous peur. Et là, il fait l'effort de prendre un serpent. C'est un premier serpent sous le cou. Il l'essaye, quoi. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai essayé de me familiariser aussi avec ça. C'était très compliqué. Tu as vaincu la phobie, finalement? Oui, si, je l'ai pris, j'ai tenu. C'est très particulier d'avoir un serpent dans la main. Et j'avais envie de vivre ça. Et je l'ai vécu avec eux. Et lui j'étais très fier de lui parce qu'au départ, il faisait le fier, il avait peur un peu. Et puis là, il a réussi à le faire. Et là, il fait une petite grimace, mais on sent que c'est pas si facile pour lui. Mais il a réussi à le faire, je suis fier de lui. Et puis cette dernière photo, toujours avec Samuel, alors il a essayé la moto, mais il n'y est pas resté. Hein. Ben, alors, Samuel, alors, moi, j'ai pas voulu qu'il le fasse sans moi. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, tu sais quoi, on va faire de la moto, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a dit, oui, ok, il n'y a pas de problème, on y va. Je lui ai équipé, mais je l'ai équipé comme jamais j'aurais pu équiper quelqu'un. Ouais. Moi, j'aurais voulu être équipé comme ça à son âge, donc je l'ai équipé. Et quand je l'ai équipé, il a fait la moto, il a aimé. Il a aimé, mais il n'a pas tenu longtemps. Il m'a dit, bon, ouais, ok, d'accord, c'est bien, mais bon, ça ne l'a pas trop motivé. Il préfère son vélo. Il aime bien la moto, mais ça ne l'a pas trop motivé. Il a abandonné, il a lâché. Ok, Mika, bon, on voit déjà que tu as une belle histoire de famille. Oui. On va arriver à une séquence qui est à la fois heureuse et un peu moins. C'est la séquence matinique. Alors d'abord, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'étais pas forcément très assidu à l'école. Finalement, tu as obtenu un diplôme d'opérateur projectionniste. Opérateur projectionniste d'audiovisuel, qui consistait à être projectionniste au cinéma. J'ai fait mes stages à Élysée, le cinéma en Martinique. Et suite à ça, j'ai eu mon diplôme opérateur projectionniste de l'audiovisuel. Et j'ai essayé d'intégrer encore Élysée, mais bon, il n'y avait pas de place en projection. Élysée, le cinéma. Oui, le cinéma. Donc j'ai pas pu être à Madiana. À Madiana, c'était pas Madiana à l'époque, c'était c'était Élysée cinéma. C'était peut-être déjà Madiana, je ne me souviens pas précisément. Olympia, oui, il y avait l'Olympia à l'époque. Et donc du coup, j'ai pas pu intégrer. Et en marchant à Fort-de-France, il y a ma copine de l'époque qui me dit écoute, il y a un concours de chant, ce serait bien que tu fasses ça. Je lui dis mais non, mais tu rigoles, tout et tout. Et je pense qu'elle aurait jamais dû faire ça. Elle m'a inscrite, mais sans que je sache. Mais avant ça, tu as été pizzaiolo, tu as eu deux pizzerias. J'avais deux pizzerias à l'époque. On n'a pas les photos, malheureusement. Voilà, j'avais deux pizzerias à l'époque avec Jean-Emmanuel Émile. Menger qui m'avait donné ma chance aussi. On avait ouvert deux pizzerias qui marchaient du feu de Dieu. Et puis j'ai quitté parce qu'on a eu un malentendu. J'ai dit bon allez, je quitte. Ouais. Et puis Sandrine, quand elle était dans ma vie, elle me dit écoute, il faut pas que tu restes là sans rien faire. J'ai tenu la pizzeria quand même 2-3 ans. Après cette ouverture-là, quand j'ai quitté, bon, allez, ça s'est très bien, enfin, pas très bien passé, on s'est quitté. Ouais. Et quand elle m'a inscrite Alors justement, on va voir la photo de l'équipe de Zoukamine. C'était un concept de Jocelyn Vautor. De Jocelyn Vautor, voilà, où il m'inscrit dans un concours de chant. Et là, je rencontre cette fine équipe. Jocelyn qu'on voit à gauche. Voilà, exactement. On est 300 au départ. Après, il y a eu 50 sélectionnés jusqu'à en garder 7. Jusqu'à en garder, 7 pour intégrer l'école du Zouk. Il y a Ludivine Rétori, il y avait Teddy Laïli, il y avait Jocelyn Vautor là, à l'époque, et puis la fine équipe de Zoukamine. Et là, on intègre l'école du Zouk. Ouais. Et bon, c'est 2 ans d'école du Zouk. Zoukamine Future Star, c'était le nom complet de l'émission. Oui. C'était en fait une espèce de Star Academy, on va dire. C'était qui était diffusée sur ATV, c'était pas encore via ATV. Voilà, c'était ATV. Voilà. Et du coup, cette émission m'a propulsé dans les médias. Mais moi, j'avais fait de l'audiovisuel, je ne perdais pas ça de vue. Ouais. Et je me rappelle très bien, pendant l'émission, j'approche Jocelyn Vautor et je lui dis écoute, moi, gagner, c'est pas ce que je veux. Le concours de chant, il est bien. Mais moi, je veux te dire à la caméra. Il me dit, écoute, termine ton émission et après, tu verras, on va voir ça après. Il y a eu effectivement, donc il y a eu un album, Zoukamine, on va entendre tout à l'heure un extrait. Oui, voilà. Il y a eu cet album. Pendant 3 ans, on a eu un succès fou en Martinique. On a tourné, on a fait toutes les boîtes de nuit, tous les fêtes de ville qu'il y avait. C'était juste génial. Et puis Michael qu'on voyait, voilà, on va te voir au chant sur les photos suivantes. Et puis aussi... voilà, là on chante. Et là je suis à l'apogée de quelque chose que je comprends, mais qu'en même temps je ne maîtrise pas trop. Parce que là il y a tout, il y a les filles, il y a la notoriété, il
il y a le fait que vous soyez connu, il y a ma moto que je prends presque à la même époque. Là, tu es sur ton petit nuage. Ouais, quoi. voilà, on est vraiment dans quelque chose de wow, quoi. Pour moi, c'est... Bon, je suis à l'apogée de quelque chose. Et on va te voir chanter donc, sur le clip Dailymotion de Tropic Prod Martinique. On regarde un extrait. C'est pour vous, faut ça coule, faut c'est l'amour, et ça fait que j'en ai en nous fous, faudrait un jour nous oublier, faut souffrir, faut même prendre frère, mais faut jeunesse pays nous avancer. Même si c'est sous Camille Futura. Yes. Voilà un clip réalisé par Jocelyn Vautor. Alors qu'on peut encore voir sur le compte Dailymotion de Tropic Prod. Exact. C'est des super souvenirs, ça. Super souvenir et waouh, c'est vraiment des émotions. Mais fallait passer par là. Tu as été classé 3e du concours, tu as été repêché, enfin il y a eu toute une histoire. Il faut lire le livre dont on m'a parlé tout à l'heure, le livre de Michael. Oui, parce que je sais autant au moment, moi je sors de l'équipe, là finalement, non, ils disaient on va reprendre Mika parce qu'il avait un tempérament, il avait quelque chose. Et là, Jocelyn Vautor me repêche, et puis bon, on y va, on fait le concours, et j'en sors 3e, j'en suis très fier de ma place de 3e. Et puis je dis à Jocelyn, moi je veux faire de la caméra, je suis mais justement, c'est la photo qu'on va retrouver, on te retrouve avec Jocelyn. Mais il accepte, voilà, il me donne ma chance, et là je tiens ma caméra, et là il regarde, il voit mon potentiel, et j'avais un super coach, parce que là Jocelyn me dit derrière, écoute mec, si tu veux faire ce métier, si tu l'aimes, faut te donner à fond. Et là, j'ai commencé à me battre, j'ai pris la caméra, on faisait backstage. On a fait backstage à l'époque, je travaillais pratiquement sur toutes les émissions. C'est moi qui ai tourné la deuxième partie de Zoukamine Future Star, la deuxième saison. Donc j'étais le caméraman principal de la deuxième session, et j'ai intégré ATV à l'époque. Je crois que c'était toi le directeur de l'époque. J'ai eu la chance de t'avoir effectivement très sérieux, Michael, derrière la caméra. Et j'ai commencé à travailler. J'aimais beaucoup ce métier. Et vraiment, c'est un métier qui me manque. D'ailleurs, quand je vois les plateaux, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'étais très ému d'ici parce que je vois les plateaux et je me dis waouh. Ouais. Et Jocelyn Vautor, c'est quelqu'un qui compte énormément pour toi parce qu'en fait, c'est lui qui t'a tracé ta voie, en fait. Oui, Jocelyn et... moi, il faut savoir qu'à l'époque, comme je le disais, quand mon beau est arrivé dans ma vie, on était un peu en conflit. J'avais ma place d'homme que je voulais tenir. Mais Jocelyn, il a su voir en moi un jeune qui avait envie de faire des choses. Donc, il m'a donné ma chance. Jocelyn ne m'a pas, comment dire, il m'a pas vu là et me dire, ouais, il me suppliait pas. Je vois un gars qui croyait en moi et qui me disait, bon voilà, tu vois, toi, ton potentiel, je le vois. Eh ben vas-y, fonce et puis fais des trucs. Donc il a été comme un papa pour moi, comme un grand frère, un père. Et puis il a su être là dans les moments les plus compliqués. Et puis les moments aussi de joie parce qu'il m'a donné ma chance. Bien sûr. Et puis on arrive donc ce 17 octobre 2005. On va voir la photo de la moto avant et après. Voilà, 2005, j'avais ma machine, ma moto, cheveux jaunes, comme vous l'avez vu précédemment. J'arrive et je percute cette voiture de plein fouet. Ça se passe du côté de Bois-Rouge. Du côté de Bois-Rouge, au François. J'arrive dans une intersection, il y a un camion sous la droite qui ne marque pas son stop. Il freine 1 mètre après le stop. La voiture étant derrière ce camion, s'empresse de doubler par la droite. Et quand il s'empresse de doubler, moi je prends cette voiture de plein fouet. Et j'arrive 15 mètres plus bas, je perds mon bras gauche, ma jambe droite et ma mobilité à plus de 80%. 65 opérations chirurgicales, 1 mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation. Et ce qu'on peut dire, et tu parles d'ailleurs d'elle dans le livre, Lucette, c'est la personne qui t'a permis de rester en vie, en fait, parce qu'elle t'a maintenu éveillé. Elle voit ma main, elle arrive, elle voit ma main, elle essaie de tenir ma main, elle me dit, écoute, ne ferme pas les yeux, tu es en piteux état, ne bouge pas, et que c'est terrible ce qui t'arrive. Et du coup, là, elle me maintient, comme elle peut, elle me maintient,
Mais elle le fait bien parce qu'elle me parle. Et donc, j'écoute, je vois, et c'est moi qui lui donne les premiers... Moi qui donne le premier numéro de téléphone à qui appeler, et tout ça, pour pouvoir prévenir la famille, quoi. Ouais. Aujourd'hui encore, Michael, alors tu n'as jamais eu de difficulté, je pense que tu as fait un gros travail psychologique aussi sur toi-même, tu n'as jamais de difficulté à en parler, parce que tu sais que ça, il y a aussi la valeur d'exemples et des conseils à donner autour de ça, de prévention notamment. Mais tu as encore dans ta tête les images de ce jour-là? Oui, si, très clairement. Parce que tu n'as pas perdu connaissance? Non, j'ai pas perdu connaissance et dans tout ça, oui, j'ai des détails, j'ai tout. Et ça, c'est quelque chose qui me permet de me paramétrer. Souvent aussi, quand les choses deviennent un peu compliquées ou bien quand j'apprends une nouvelle, eh ben, il y a ces images qui reviennent dans ma tête, me dire, mec, tu as vécu ça il y a 20 ans et tu as vu, on pouvait te dire que c'était pas possible, que tu n'allais pas pouvoir faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Et que si tu avais voulu dire et raconter ne serait-ce qu'un dixième de ce que tu fais aujourd'hui, on t'aurait dit, mec, arrête de rêver, c'est compliqué, on ne fait pas tout ça dans ta situation. Et c'est ça qui me maintient aussi. Ça me maintient parce qu'à chaque difficulté, je peux me serrer là et dire, mais non, c'est possible encore, je vais y aller. Comment ça, alors, on va dire un calvaire, mais en même temps, ta période de reconstruction, on te retrouve d'abord ici à l'hôpital. À l'hôpital, là, je sors des urgences. Hein. Là, je vais déjà mieux, on va dire. Et là, je suis sur mon lit d'hôpital où on vient me rendre visite. Où mes amis ne comprennent pas parce que là, j'ai quand même une joie de vivre. Je suis là et je leur dis, wow, les gars... Mais tout de suite, tu as ressenti malgré le drame terrible que tu J'ai vécu vivais. un coma. J'ai eu la chance de vivre un coma. Je veux dire la chance vraiment, pourquoi? Un mois de coma. Un mois de coma, j'ai vu des choses de l'autre côté. Donc du coup, quand je reviens, j'ai quelque chose en plus. C'est que j'ai vu quelque chose après et je dis à tout le monde, vous savez quoi, non, moi j'ai vu quelque chose et j'y crois en fait. Et donc du coup, c'est à moi de démontrer. Quand tu dis que tu as vu quelque chose, J'ai rencontré du monde de l'autre côté. C'est la fameuse expérience de Maureen dont on parle. Voilà, dont on parle. Et avoir vu ces choses qui sont de l'ordre très spirituel, aujourd'hui, j'arrive à l'affirmer, à l'expliquer, à démontrer. Et mes amis qui n'y croyaient peut-être pas au moment de ce lit d'hôpital, aujourd'hui peuvent se dire, ah ben ouais, quand même, je confirme. J'arrive à expliquer un peu plus. Mais au début, là, comme ça, on me prenait un peu pour un fou, quoi. On disait, oui, c'est la morphine, il ne se rend pas encore compte, il n'a pas encore réalisé, c'est le choc. Ou bien, ils pensaient que j'étais dans le déni. C'est normal, ils ont le droit de penser ça. Les dégâts, bon, surtout quand on les voit, ils sont terribles. On va voir là, on a le corps. les clichés. Voilà. Là, je suis en train de faire un IRM de tout mon corps. Et là, on voit bien la sonde, on voit bien la jambe coupée, on voit bien le bras coupé, on voit bien les chocs. Là, c'était pour voir l'intérieur si ça avait bougé. Il n'y a rien qu'à bouger vraiment à l'intérieur, à part que c'était cassé. Et cette photo-là, elle est... Et puis, on voit aussi les clichés de ta colonne vertébrale, parce que la colonne aussi Exactement, ça a été touché. Là, on voit bien que ça a été attaché. Donc, ça a été rattaché. On retrouve ces photos-là sur mon Instagram également, sur les réseaux sociaux. Et là, on voit bien que la colonne vertébrale a été vraiment brisée. Et là, il fallait rattacher, en fait. Donc, Et comme tu veux vraiment dédramatiser, mais aussi faire acte faire de prévention, en fait, tu as fait une vidéo de tout ça, on la regarde. You so precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Voilà une vidéo TikTok. Oui. Alors c'est une petite partie seulement. Tu as eu 65 interventions. 65 interventions. Là, je montrais le bras parce que ce bras-là lui-même, il a eu pas mal d'interventions. Là, il y a les fixations, là, il y a les vis, il y a tout. Et mais quand je montre ça, c'est juste pour dire aux gens, mais vous n'imaginez pas comment on peut être fragile. Comment notre vie, la vie peut être fragile et comment... Parce que des fois, on se prend pour des dieux et on se croit super fort, mais les choses peuvent changer. Et c'est comment tu vas agir par rapport à ça. Et moi, tout ça là, c'était une belle expérience. C'était une expérience aussi qui était fastidieuse aussi pour moi parce qu'il fallait accepter tout ça, il fallait voir tout ça, il fallait réaliser. Parce que tu as fait plus de 2 ans, enfin pratiquement 2 ans dans des hôpitaux, en rééducation. 2 ans d'hôpital, j'aime à dire que j'ai fait 2 ans de médecine en fait. C'est comme si j'ai fait 2 ans de médecine où j'ai appris les termes, j'ai appris les choses, j'ai appris les infections aussi parce qu'il y avait des infections urinaires, des infections des septicémies, infections du sang, où il y avait des températures, il fallait soigner. J'ai appris le monde médical, les infirmières, les infirmiers, les médecins. J'ai appris à respecter ces personnes-là qui font un travail extraordinaire, on ne se rend même pas compte. Mais ces personnes qui font un travail extraordinaire, la médecine, c'est waouh, c'est juste impressionnant.
Et franchement, je dis merci, je suis très reconnaissant. Je suis Et très puis reconnaissant. après ça, alors pendant cette période-là, tu as effectivement un avocat qui s'est occupé de toi et qui a géré Oui. les suites de l'accident, avec Exactement. notamment Il une fallait. plainte. Et donc tu as obtenu Il une y a, dommage il y a d'intérêt. l'avocat qui s'occupe de tout ça, il faut avoir des indemnités, il faut sortir de ça. Oui, Et parce puis, que tu étais, enfin, l'automobiliste qui t'a coupé la route était en tort, il était on a en bien tort, compris, hein. oui. Mais qu'il soit en tort ou que vous ayez raison ou pas, il faut avoir un avocat pour Bien sûr. pouvoir démystifier tout ça et éclaircir le vrai du faux. Parce qu'un accident, ça coûte très cher. Un fauteuil comme le mien, là, c'est 4 500 € quand même. Ouais, ouais. Donc, un équipement de voiture, on va... Sans on compter va tout sur le des- préjudice que tu subis dans ta vie de tous les jours. Dans les voitures, on est sous des 100 000 € de voiture, on est sur du matériel quand même cher. Ouais. Donc du coup, je crois qu'en fauteuil roulant, même si l'argent ne remet pas tout en place, mais vous ne pouvez pas ne pas avoir cette partie-là et avoir ne pas avoir de compensation. Cette vie est très L'automobiliste a difficile. été condamné, donc il te paie quasiment C'est une rente à vie, hein. voilà, une rente à vie. Mais tu n'as pas voulu en fait qu'il aille en prison. Non, c'est pas le but, parce qu'il s'est pas réveillé le matin en disant je vais buter Michael Gouassid, en fait, c'est pas ça. Ouais. C'est un accident, le mec il a fait une erreur, il paye la cause, moi j'en paye la cause aussi, de ma vitesse, de mon manque de vigilance ce jour-là aussi également. Donc chacun paye à sa façon ce qu'il a fait. Et puis bon, maintenant il faut en tirer des responsabilités, et puis j'espère qu'il a grandi lui de son côté. Moi j'ai grandi énormément de mon côté, donc j'espère que lui il va le Tu as faire. eu contact avec lui à un moment? Il est venu une fois à l'hôpital, il m'a demandé pardon. Je lui ai dit frère, écoute, c'est cool, ça va, c'est pas un truc volontaire. Tu m'as pas guetté pour me dire bon voilà, je veux le buter, non. Voilà, on a eu une rencontre et cette rencontre elle a été faite comme ça et c'est malheureux. Et après les 2 ans d'hôpitaux où tu as commencé à te reconstruire, où la médecine t'a réparé, on va dire, je crois qu'on peut parler comme ça, même si les dégâts étaient considérables. Il a fallu encore 2 ans pour que tu arrives à reprendre une vie à peu près 2 normale. ans, oui, parce Enfin, qu'en à peu fait, près normale dans les il y a le conditions. procès qui est très long. Il y a un procès qui est très long. Et pour reprendre une vie, il faut attendre que le procès passe. Une fois qu'il passe, à ce moment-là, il faut se construire sur ce qu'il y a. Ouais. Et c'est tout le temps des resets, en fait. Mais cet accident m'a appris à faire des resets aussi sur ma vie. C'est de se dire un moment... Alors reset dans le sens de remise à zéro, Reset, hein, pas reset. ouais, non, pas reset, mais reset. C'est toujours revenir à zéro, se dire, OK, là, je fais le point. Ce point-là, il est bien, j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça, je vais aller de l'avant. Et ça, c'est important de le faire. Et je crois que pour bien grandir, il faut savoir aussi laisser des choses derrière. Donc moi, j'ai laissé pas mal de choses derrière et j'ai appris à laisser mon petit bras, à dire, bon, OK, au revoir mon gars, ma jambe aussi, ma mobilité. OK, au revoir. Et puis on va entrer dans tout ça et puis on va découvrir comme ça. Ça m'a Ta beaucoup reprise de contact avec le monde professionnel s'est faite à quel moment? en 2008, 2009. Ça a été quoi? Tu as fait quoi? Où j'ai eu mon premier parc AcroKids qu'on a ouvert avec un Donc tout de associé. suite, tu es devenu chef d'entreprise en Je fait. suis devenu chef d'entreprise. Ouais, parce qu'en fait, alors à la télé, ils voulaient que je reprenne, mais moi j'étais caméraman. Et un caméraman, il faut qu'il soit mobile. Bien sûr. Et moi, je me voyais pas, et bien qu'ils voulaient m'aménager le poste, je me voyais pas être derrière un écran, faire du montage vidéo, tout et tout. C'est plaisant, mais c'était pas mon truc, ça m'excitait pas autant. Moi, je suis un homme de terrain. Quand moi, je répondais toujours présent s'il fallait aller sur le terrain. Et du coup, j'ai pas voulu reprendre comme ça. Donc du coup, j'ai été entrepreneur. Donc AcroKids d'abord. AcroKids d'abord. Il y a eu aussi, alors bien plus tard, hein, je crois que c'était 2016. Alors, il y a eu AcroKids, après on a fait AcroKart. AcroKart parce qu'il y a eu vraiment cet accident-là. Je me suis dit, il faut que je crée une piste de Donc karting. c'est aux Trois-Îlets? C'est aux Trois-Îlets où on crée cette piste de karting, ça répond, il y a du monde, les gens viennent. Et j'ai voulu proposer quelque chose, une solution. Parce que pour moi, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans l'article, la coupure de presse de France Antilles qu'on va voir là, c'est ce que tu dis avec ton associé. Je sais pas si vous exact, êtes mon toujours ancien associé, on n'est plus associé, malheureusement, mais bon, on n'est plus associé. Et là, il fallait démontrer vraiment que sur la route, on pouvait s'amuser sur une piste et pas forcément aller sur la route. Donc du coup, voilà. Mais c'est une belle expérience et aujourd'hui il existe encore, hein, oui, si, on est très satisfait. Je me suis séparé de mon associé, mais aujourd'hui je travaille maintenant tout seul de mon karting. Et puis tu as plein d'autres activités, d'autres entreprises avec des associés. Oui, avec des associés, donc du coup voilà. Mais mon bébé principalement seul, c'est le kart et j'en suis très fier aujourd'hui. Je travaille avec une bonne équipe. D'ailleurs, je salue Joël Colombe et Marie Pitavi, qui ce sont des personnes et toute l'équipe derrière. Mais vraiment, je suis content de l'équipe parce qu'ils sont très redevables et très bosseurs, quoi. Donc j'ai vraiment une belle équipe là-bas. On termine cette séquence matinique avec cette photo, HEC Paris.
HEC Paris, oui. Là, je retourne sur les bancs. Après mon périple avec mon ancien associé, là, je retourne sur les bancs de l'école. Je me dis, non, là, il faut que je passe un diplôme. Et là, j'ai mon diplôme en main. Là, je fais ma photo avec mon diplôme parce que là aussi, pour moi, je pensais que je n'aurais jamais pu le faire. Et j'ai eu mon diplôme HEC Paris, donc Tu as école de suivi commerce. le cursus par correspondance ou tu Voilà, pars par dessus? correspondance, Oui. on l'a suivi. Je l'ai suivi. On était une bonne dizaine d'élèves et en Martinique. Et on l'a suivi en allant suivre les cours à Batelière. Et j'étais content d'avoir mon diplôme en poche. Donc, ouais, ça me sert. Ça aide aussi pour mieux gérer ces entreprises. Ça aide parce qu'il y a des maîtrises que je n'avais pas. Il y avait des connaissances que je n'avais pas. Et ça, c'est bien de confirmer, surtout en France. Ouais. De confirmer qu'on a un diplôme et qu'on est là, quoi. On est en place. Donc, ça va. On arrive à la dernière rubrique, politique. Alors pour toi, la politique, c'est l'engagement. On va voir l'engagement notamment pour prévenir des accidents. Donc on passe à sa dernière rubrique politique. Très rapidement, Michael, tu as décidé en fait de t'investir, j'allais dire corps et âme, pour la prévention routière. Oui. Et notamment en envoyant des messages envers les jeunes. On va voir cette interview que tu avais faite 4 ans après, en 2009, après ton accident dans France-Antilles. Sachez que les hôpitaux sont pleins de soldats. Oui, c'est qu'en fait, là, je voulais marquer le truc en disant aux gens que, vous savez, les soldats, les vrais soldats, c'est pas ceux qu'on voit dans les rues et tout ça et qui disent qu'ils sont des soldats. Un vrai soldat, c'est celui que vous voyez sous le lit d'hôpital et qui doit s'en sortir. Un vrai soldat, c'est celui qui tombe vraiment et qu'on le voit qui se relève. Ouais. Et je voulais marquer les esprits comme ça parce que je voyais trop de personnes dans l'utopie de croire que moi, être dans la rue et faire n'importe quoi et braquer des gens, c'est être des soldats. Non, c'est pas des soldats. Celui qui fait le con, c'est pas un soldat. Pour moi, un vrai soldat, c'est le mec que tu vas voir qui a une maladie et qui est en rémission et qu'on lui dit qu'il va mourir, mais qu'il sourit encore. Donc, pour moi, c'était ça et j'ai vécu ça pendant les 2 ans. J'ai vu des soldats, j'ai vu des vrais mecs se battre. J'ai vu des gens perdre un bras, une jambe et me dire non, c'est pas fini. J'ai vu des personnes brûlées, et complètement brûlées de la tête aux pieds et me dire que c'est pas fini. Ouais. Et tu as fait aussi cette campagne avec Jocelyn Vautor sur la sécurité routière, très marquante. On la regarde. La route pour moi était vraiment un terrain de jeu. J'avais pas conscience du danger. Je m'amusais particulièrement avec ma moto. Et il a fallu d'une seule fois, une seule erreur, un jour, une seconde pour que ma vie bascule du jour au lendemain. Ce 17 octobre a tout changé. Avec ma moto, je me dirigeais vers le François. J'ai tapé une voiture à 130 km/h, 15 mètres plus bas. Je me retrouve amputé d'un bras gauche, une jambe droite, en fauteuil roulant à 90%. C'est pas drôle. C'est pas évident du tout de voir sa vie changer du jour au lendemain, effectivement. Je ne m'attendais pas à cette situation. Je ne m'attendais pas à une collision aussi importante. Après 1 mois de coma, 1 an et 9 mois de convalescence, donc rééducation, j'ai compris ce que c'était que de faire attention sur une route et qu'on n'avait qu'une seule chance. Ma vie n'est pas ce qu'elle était avant, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et puis j'essaie d'avancer. La route n'est pas un terrain de jeu. Une fraction de seconde et c'est toute ta vie qui bascule. Pense-y, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, cette campagne réalisée par Jocelyn Vautor pour la prévention routière, tu t'es remis en fait dans les conditions de l'accident. On l'a senti vraiment Il fallait 8 ans après, 2013. Oui, parce que là, en fait, on est dans un cadre où Jocelyn me dit, écoute Mika, on va vraiment remettre les conditions, mais je ne veux pas refaire sentir à la télé que ça va
Et je lui dis, mais mec, moi, ça va bien. Il me dit, oui, mais il ne faut pas que les gens sentent que ça va. Parce que là, il faut que les gens comprennent que c'est chaud, que c'est compliqué. Est-ce que tu peux faire cet exercice? Il me dit, je lui dis, ok, je vais essayer. Et là, pour moi, je fais un effort surhumain parce que là, il faut revenir dans la condition et montrer le drame de la chose. Parce qu'effectivement, moi, j'étais conscient du drame, mais j'ai fait ce travail rapidement chez moi. Ouais. Mais ça reste un drame et il faut l'expliquer. Et là, c'est un exercice qui s'y prête, mais qui était très, très difficile à expérimenter pour moi. Ouais. Parce que j'étais déjà loin, j'avais déjà fait beaucoup de travail, j'avais fait beaucoup d'acceptation, et là, il fallait revenir dedans. D'ailleurs, dans le livre, quand je reviens dans ces histoires-là et que je marque l'histoire, mon éditeur me disait rentre vraiment dans l'accident parce qu'il faut que tu fasses sentir aux gens à quel point c'est grave. Parce qu'on te voit, on ne voit pas la gravité de la chose. Et je dis, ok, d'accord. Et moi, je pense que c'est l'exercice que je dois faire et que je fais régulièrement quand je fais des campagnes de sécurité routière, où je vais rentrer vraiment dans des détails profonds pour que les gens puissent comprendre, puis toucher du doigt à quel point c'est grave. Ouais. Parce que je fais tellement de choses, et puis qu'on me voit, je suis déjà tellement loin que c'est très difficile de revenir dedans. Mais c'est important, cet exercice est bien parce qu'il te permet de voir aussi. Moi, pour moi, personnellement, ça m'a permis de voir aussi, c'est comme une chose. Ouais. Et depuis, tu n'as jamais cessé de témoigner. Non. Toi qui a été un amoureux de la vidéo, qui est encore un amoureux de la vidéo, on va te voir là, ce fameux défi du monde lâché, c'est assez... Mais là aussi, pareil, là, c'est les copains qui me disent qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis on va faire le monde lâché. Quoi? Tu veux faire le monde lâché? Je dis oui, les gars, j'aurais besoin de vous. Et là, les copains, ils se lancent, quoi. Ouais. Là, ils me disent bon, on y va. Et là, on me porte, mes potes sont là avec moi, ils ont pris ce défi-là. Il faut savoir que là, à ce moment précis-là, j'ai un pote qui dit s'il y a un qui se blesse, il y a 2 personnes à rapatrier. Ouais, c'est ça. Et c'est grave, parce que là, c'est l'ICO, hein, c'est pas... Et là, on prend un risque énorme à faire ça. Et on le fait, il y a Chanel qui est avec nous, là, Chanel Hill, que vous voyez. Ouais. Et là, c'est toute une équipe. Et je suis très fier parce qu'on est les premiers en personne au monde à avoir mis un fauteuil roulant. Et on te voit, on l'a vu durant l'exercice, enfin l'exercice, c'est pas un exercice seulement, on l'a vu durant l'escalade, même pour toi, c'est éprouvant aussi, c'est très éprouvant. D'être sur le dos d'un copain. Là, je veux pas être attaché, je veux pas être en haché, je veux pas qu'on me tienne. Là, je veux être à la force des bras, il m'aide un peu, il me maintiennent un peu sur le dos, mais là, je veux être à la force des bras pour tenir, et puis on y va. Et ensuite, il y a eu cette interview que tu as réalisée avec cette jeune femme, avec Chanel, pour témoigner. Et puis, tu as continué à prendre ton bâton de pèlerin pour continuer à propager le message. Toujours. Et tu as fait une série on va les voir aussi, une série de vidéos où tu allais à la rencontre de personnes en situation de handicap. Là, ouais, pas seulement d'handicap, c'était des personnes valides que je mettais en fauteuil roulant volontairement pour qu'ils puissent voir un peu comment c'est le monde en fauteuil roulant. Et puis qu'ils voient un peu comment ça se passe, en fait, pour qu'ils puissent toucher du doigt, se dire « Waouh, quand même, c'est pas si simple ». Ouais. Donc, c'est une série d'émissions qu'on a fait. Je pense qu'on va faire la saison 2 là, qui se prépare. Et, ce sera quelque chose. C'est visible sur ta page YouTube. La page YouTube pour l'instant, mais il y aura la saison 2 qui arrive et ce sera quelque chose. Tu avais fait aussi l'expérience avec, on va la retrouver dans un petit moment, avec Fanny Marceau. Exactement. J'ai eu pas mal de personnes qui ont répondu OK pour ce projet. Qui s'est mise effectivement en situation, on va la voir dans un petit instant, qui s'est mise en situation en fait... pour se rendre compte combien il était difficile. Les gens peuvent voir un fauteuil roulant comme ça, mais manier un fauteuil roulant, c'est pas si simple. On le voit là d'ailleurs tout à l'heure. Ce n'est pas si simple. Donc du coup, j'aime à dire que quand vous n'êtes pas dans la situation, vous ne voyez pas à quel point ça peut être compliqué. Ne serait-ce qu'un petit trottoir comme ça, c'est compliqué. Donc du coup, là, on est vraiment dans quelque chose de bien réel. Hein. Là, cette fille, elle marche normalement, et quand elle voit qu'elle est en fauteuil roulant et qu'elle doit demander de l'aide, qu'on doit l'aider à rentrer, qu'elle voit qu'il faut demander, que les gens regardent, parce que pour les gens, là, ils ne savent pas. Hein. Ils ne savent pas qu'elle est valide. Hein. Donc là, les gens l'aident comme si c'est quelqu'un en fauteuil roulant. Donc en fait, la situation, elle est terrible. Les gens, ils sont là en train de lui dire bon courage, des trucs comme ça. Et elle se voit vraiment dans le truc. Sophie, elle nous a rejoint aussi. Effectivement, elle s'est prêtée au jeu. Et c'était une belle expérience. Fanny, excusez-moi. Fanny, elle nous a rejoint. Et Fanny aussi s'est prêtée au jeu. C'était marrant avec Fanny parce qu'elle a vraiment aimé ce truc et je l'ai laissé vraiment se démerder.
une vraie pipelette aussi. Elle parle Ouais. beaucoup, mais elle est bien. Elle travaille bien. Et tu as l'impression que le message passe, tu as eu des retours intéressants Si, tout le temps, Mm. tout le temps. Quand je vais quelque part, j'ai toujours quelqu'un qui me dit waouh, ce que vous faites, merci, c'est bien, on m'encourage. Et puis je vois que les gens ils prennent conscience. Et puis je vois aussi les mecs en fauteuil roulant. Quand je les rencontre, Ouais. eux, ils me disent on voit ce que tu fais et merci. Parce que dans l'idée, en fait, déjà le regard, on est en 2024. En 2024, le regard, il a déjà beaucoup changé sur la personne en situation de handicap. Ouais. Donc, moi, je suis content de contribuer à ça. Et Il y a puis, eu les Jeux de- paralympiques aussi qui ont permis Effectivement. Donc, aussi de montrer ça, un petit ça a peu vraiment la évolué. difficulté. Ça a vraiment évolué. Les gens ont un autre regard. Les gens ont un respect. Vous voyez là, comme on traverse le trottoir, les voitures qui freinent. Les gens ont vraiment un respect pour ça. Mais je suis très fier. Je suis très fier d'avoir fait cette série d'émissions parce que c'est encore à montrer que c'est possible. C'est encore possible. Et puis tu es aussi conférencier, Michael, tu n'arrêtes pas, encore une fois, je Non. disais de porter la bonne parole, j'allais dire de Ouais. prêcher la bonne parole, mais on va te retrouver sur la photo suivante. Donc tu donnes des conférences assez Ouais. régulièrement, Je fais des conférences à Paris, en Martinique. toujours autour de la prévention. Toujours autour de la prévention, mais non seulement ça, c'est le développement de soi, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut ressentir et dans la situation, à quel point les choses peuvent être compliquées, mais on peut s'en sortir. Et du coup, là, oui, je fais des conférences sur la situation de handicap, mais non seulement ça, c'est dire aux gens que c'est toujours possible, qu'ils ont une histoire et qu'ils peuvent la raconter, et que cette histoire-là peut servir à quelqu'un, et que quand quelque chose nous arrive de grave, Ouais. ben, elle ne nous arrive pas seulement à nous, pour nous, mais elle arrive aussi pour d'autres. Et c'est ça. Moi, mon message, il est vraiment basé sur ça. Tu as aussi fait une autre vidéo sur Instagram où tu parles de cette fraction de seconde dont je parlais au tout début, Ouais. pour dire que la vie peut basculer. On regarde. J'ai été victime d'un accident de la route. Et dans cet accident, ça m'a coûté mon bras, ma jambe, ma mobilité à plus de 80%. 65 opérations chirurgicales. 1 mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation. 2 ans d'hôpital. 2 ans d'hôpital en tout. Et tu sais quoi? Chaque jour, quand je rencontre quelqu'un, je lui parle de fraction. Et je me suis rendu compte que je ne vous parle jamais ici sur les réseaux de fraction. Qu'est-ce que la fraction? Qu'est-ce que la fraction de seconde? Mon ami, ta vie peut basculer en une fraction de seconde. Aujourd'hui, tu peux être dans tes problèmes et demain ou là, en une fraction de seconde, tout peut changer. Aujourd'hui, tu peux être très bien et en une fraction de seconde, tout peut changer. Dans le bien comme dans le mal. Donc, sois conscient d'une chose, que chaque fois que tu as des péripéties ou une situation compliquée dans ta vie, en une fraction de seconde, tout peut changer. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Pas sur le problème, mais comment résoudre ce problème avant qu'il soit trop tard. En une fraction de seconde, tout peut changer. Tout. Voilà, donc c'est bon, tu n'arrêtes pas de véhiculer ces messages. Il y a aussi des C'est important. citations, il y a C'est plein de choses qu'on important. peut trouver sur tous tes C'est réseaux. important, c'est important pour moi parce que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. Et que rien de plus que la santé n'a de valeur. Et si, quand on ne le saisit pas, ben, on est là en train de chercher plein de choses. On peut être frustré parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent, on n'a pas suffisamment de telle chose, telle chose. Mais en fait, tout ça, c'est du plus, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ouais. Et la santé, c'est tout. Et cette fraction de seconde-là, les gens, je vois des gens qui disent « Ouais, mais c'est triste ça ». Je dis « Mais frère, tu sais comment les choses peuvent être différentes. Là, en sortant, on peut être tous dans quelque chose de dramatique, comme on peut être quelqu'un qui vient de gratter un truc et gagne 10 millions, c'est autre chose. Ouais. Vous voyez, c'est plein de trucs. Savoir profiter de la vie, Voilà, et parce qu'en fait, se les rendre choses- compte de la richesse de Oui, cette vie-là. ouais, parce que les choses peuvent changer et puis on n'est pas, on maîtrise certaines choses, on peut influencer certaines choses, mais on ne maîtrise pas tout. Et donc, du coup, il faut se calmer et puis se dire, bon, OK, il y a des choses qui viennent. Tu portes aussi cette parole auprès des élus. Tu as rencontré Serge Dachimi. Oui. Ça, ça date de 2 ans, 3 ans, où on s'est rencontrés et je lui avais parlé de mon histoire aussi. Je lui ai parlé de mon histoire. Et il était très touché et il m'a dit, OK, d'accord, faut qu'on se revoie. Et puis, bon, après, on n'a pas eu l'occasion de se revoir.
Après- Mais après c'est tous les important événements. que les élus aussi comprennent ce Oui, que si, vivent si. les personnes en situation de handicap. Mais pour moi, c'était important de les rencontrer, de voir un peu chacun. J'ai rencontré le maire du Robert, je rencontre pas mal de personnes. Et pour leur faire comprendre que voilà, on est là. Et puis, s'ils ont besoin d'aide, moi, je viens toujours pour amener quelque chose. Donc, leur dire, bon, si vous avez besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, moi, je suis là. Je peux venir faire un essai, je viens. S'il y a un trottoir à tester, je suis là. Et puis on termine avec le livre Survivant intrépide. On va en voir la couverture et aux éditions Café Noir. Donc c'est un livre qui a été publié en mai 2024, mais que tu avais déjà écrit depuis un certain Oui, temps. ouais. Où tu racontes en fait un petit peu ta vie. Oui, parce qu'en fait, C'est une autobiographie. En fait. voilà, l'autobiographie, parce que c'était important pour moi de laisser cette trace aussi, de dire, bon voilà, vous voyez l'histoire comme ça, mais vous ne savez pas tout. Mais même à travers cette émission, là, aujourd'hui, les gens ont pu découvrir un peu plus de moi et puis se dire, ben, OK, dans ce livre, quand ils vont le lire, ils verront que c'est pas si simple, mais c'est beau parce que la fin, bon, je ne vais pas spoiler, Oui. mais il fallait laisser cette trace-là. C'est un livre d'une centaine de pages. Alors on retrouve Mamie et Julia et Papy Exactement, René. On exactement. retrouve tes regrets par rapport à la vie d'avant, la vie C'est d'antan. sûr, oui. Tu as un petit côté. Oui, nostalgique, ouais, mais voilà, c'est normal. C'est parce que ma grand-mère elle m'a marqué, mon grand-père aussi. Donc voilà. On retrouve la rencontre avec ce futur beau-père que tu n'as pas accepté tout de suite. C'était pas tout de suite. Mais Monsieur Zanzonzon, au lycée professionnel du François. mon professeur du François que je salue et qui est vraiment extraordinaire, qui a cru aussi en moi. C'est des hommes qui m'ont marqué. Joseph Vautor, mon beau-père, Joseph Vautor et Jean-Claude Zanzon. C'est des hommes qui m'ont vraiment marqué. Ouais. Parce qu'ils avaient un regard d'homme et puis de dire hey, réveille-toi, tu es là. Puis on retrouve aussi le Michael Guassi de dragueur, celui qui court les filles. Ça, c'était dans Zoukabine et ça, voilà. c'était à fond, oui j'avoue. Tu parles de ta pizzeria, enfin des pizzerias que tu as eues. Exact. Enfin, voilà, on retrouve vraiment, c'est vraiment toute ton histoire et toutes ces, tout ce que tu as ressenti à un certain moment, les états d'âme, les questions que tu te posais aussi. Oui, parce qu'on est jeune à cette époque-là, on ne sait pas, on a 19-20 ans, on ne sait pas où aller, qu'est-ce qu'on fait. On est toujours insatisfait, on veut toujours plus. On veut toujours plus et en même temps, on a envie de trouver quelque chose. Mais je crois que Dieu m'a bien gardé dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant de tout ça. Et je suis très fier aussi de ma vie parce que je suis dans la gratitude constante. Me dire, bon, ben, wow, aujourd'hui, tu as réussi à faire tout ça et c'est pas fini. Et puis, on va voir jusqu'où ça peut aller. Mais je suis content de la réalisation et c'est vraiment un point marqué pour moi. Et puis bon, tu es heureux. On sent que tu es heureux aujourd'hui. Oui, je suis bien. Mes enfants sont au top. Je suis en bonne santé. Ma famille va bien. Puis moi, je vais bien aussi en santé. Donc, et puis c'est le plus beau métier du monde, d'inspirer les autres. D'inspirer les gens et de laisser une histoire. Moi, c'est ce que je voulais et c'est ce que je veux encore, de ne jamais rencontrer quelqu'un, le laisser là sans lui avoir dit quelque chose qui sera impactant pour elle. Il faut vraiment lire ce livre, Survivant intrépide, parce que c'est extraordinaire. Ça nous prend vraiment aux tripes et j'avoue qu'il se lit très vite, mais on est vraiment pris aux tripes. Michael, merci beaucoup. Mika. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup d'avoir... Et merci de m'avoir donné ma chance à la TV. Quand j'étais à la TV à l'époque, là j'avais besoin et tu m'as donné ma chance, merci. Bravo à toi en tout cas, on continue à te suivre, tu nous prépares plein de choses, donc on aura l'occasion de voir ça. Allez faire un tour à Crocarotte aussi. Oui, au Trois-Îlets, on est au village de la Poterie au Trois-Îlets et on vous reçoit de 18h à minuit et voilà. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Merci à toi et bonne fête aussi. Voilà, bonne fête aussi à vous les Itatans, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Très bonne soirée ou très bonne journée.